Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, Parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Imaginez, vous étiez bien au chaud, dans l'obscurité, bercé par les mouvements de maman, par les bruits de son cœur, de sa respiration et par les sons extérieurs. Et après un sacré voyage, vous êtes projeté en pleine lumière, il fait froid. Que de chamboulements pour bébé, sans compter les bouleversements émotionnels, physiques et mentaux qu'il va connaître au cours de ses premiers mois et premières années. Alors oui, c'est normal que son sommeil soit quelque peu perturbé et c'est normal que les parents aient parfois l'impression de devenir des zombies. Maman d'une petite fille née en plein confinement, mon invitée a elle-même fait cette expérience. Elle a tout essayé, ou presque, jusqu'à décider de décrocher une certification sur le dodo et de mettre sur pied sa propre méthode pour retrouver des nuits tranquilles. Elle l'a appelée, avec humour, la fête du slip. Évidemment, en anglais, S-L-E-E-P. Bonjour Candice Turgeman. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé, Candice, à créer votre propre méthode pour le sommeil des enfants ? J'étais un petit peu, comme tu le disais très bien, perturbée par le flot d'informations contradictoires que je recevais au tout début de ma maternité. Donc, il y avait vraiment de tout. Il y avait des choses qui ne me correspondaient pas du tout, des méthodes où on laissait pleurer le bébé, j'ai tenté. Et effectivement, ça n'a pas été un grand succès parce que je peux pas entendre ma fille pleurer. Des méthodes qui étaient peut-être parfois un petit peu trop dans le maternage proximal pour moi, et du coup cette formation-là m'a permis de trouver un espèce d'entre-deux qui me va très bien, en fait, qui permet de trouver le compromis entre, oui, bien sûr, écouter le besoin du bébé, être centré sur son besoin et l'accompagner, mais aussi trouver un équilibre aussi pour moi en tant que maman et que femme. Donc c'est ça la base de cette méthode, c'est l'écoute du bébé, votre écoute personnelle et évidemment s'ajuster. Il y a cette idée d'être en mouvement, il n'y a pas de solution fixe. Absolument pas. Pas de solution fixe, pas de solution qui va pouvoir se répéter d'une famille à une autre. J'accompagne beaucoup de familles en consultation et effectivement, sur 2 cas vraiment d'âge similaire, je vais pouvoir donner des conseils vraiment différents en fonction du milieu, du rythme des parents, du bébé. C'est très... C'est un peu une danse qui est un peu difficile au début. On danse pas très bien au début, c'est clair, mais peu à peu ça se met en place parce que on commence à se comprendre et effectivement une écoute qui est vraiment primordiale pour pouvoir mettre le sommeil du bébé en place. Vous le dites, le dodo, le sommeil, il n'est pas le même d'un âge à un autre. La première étape, c'est quand le bébé vient d'arriver. Il sort de cette vie intra-utérine, si singulière, et tout d'un coup, il se retrouve à l'extérieur. Comment, Candice, on peut caler le rythme intra-utérin sur le rythme extra-utérin ? Comment ça se fait, en fait ? En fait, ça va être assez... En fait, on va reprendre les éléments principaux de la vie intra-utérine, c'est-à-dire qu'il était au chaud, nourriture à volonté,
Pas de digestion, pas de besoin spécifique, donc ça on y viendra après. Avec un bruit permanent qui était ce bruit un peu qu'on entend à l'échographie, ce boum boum qui est continu et permanent, la voix de maman, la voix de papa ou du coparent dans un second temps. Et donc en effet, il se retrouve dehors dans le froid, plus du tout contenu. Donc les choses qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir l'aider, ça va être tout simplement déjà de vraiment maintenir le côté d'être la proximité. Donc ça peut se faire avec du pot à pot, tout simplement en étant collé, donc pot à pot comme son nom l'indique, à son enfant. Ça a vraiment des vertus super positives pour tout le monde, pour pouvoir créer le lien d'attachement, etc. Et donc quand on est habillé, parce que là on est quand même en décembre, on va plutôt miser sur du portage, de l'emmaillotage, des choses comme ça qui vont pouvoir l'aider à se sentir contenu sur lui-même pour qu'il se tienne chaud à lui-même. Donc ça va l'aider en fait à être replié sur lui-même, avoir de la chaleur autour de lui et se sentir contenu. Donc ça c'est super important dans les premiers, c'est le plus important. Et après on va essayer de maintenir également le mouvement. Donc c'est vraiment en fait il y a le docteur Karp qui est un grand docteur qui a mis en place les 5 S. Et c'est un peu ça. Donc, il va y avoir le fait de se balancer, le mouvement qui est très important aussi à retrouver. Les bruits blancs, donc les bruits continus, le chut qu'on va pouvoir faire pour pouvoir accompagner et apaiser son enfant. Et voilà, toutes ces petites choses qui vont pouvoir vraiment, au quotidien, en tout cas dans les premiers jours et premiers mois, vraiment pouvoir l'aider à être rassuré, en fait, à pouvoir trouver un petit peu de sécurité dans ce monde froid qui est la vraie vie. Tu parles, Candice, de ce monde froid, donc c'est vrai que la chaleur est essentielle pour le bébé, et en même temps les parents ils savent jamais s'ils le couvrent trop ou pas assez. Il y a une technique pour savoir si c'est bon ou pas bon? Oui, absolument, et on a toujours tendance à trop les couvrir, surtout au tout début, même si c'est l'été et même s'il fait chaud, en fait ils ont toujours les extrémités très froides parce que le sang il n'arrive pas encore tout à fait jusqu'à ces extrémités. Donc si vous touchez les petites mains, elles seront toujours froides et du coup vous allez leur rajouter 10 couches et eux ils vont être mal à l'aise parce qu'ils auront trop chaud. Donc la technique ça va être plutôt d'aller toucher le creux du cou, que j'appelais pour ma fille le garde-manger parce que là on avait vraiment les stocks de lait, de tous les restes. Mais bon, en tout cas le petit creux du cou là c'est vraiment le bon endroit. Si c'est trop chaud ou moite ou voilà, si vous sentez que c'est un peu moite, c'est que il a trop chaud. Si c'est un petit peu frais, là on pourra pouvoir rajouter une petite couche de vêtements. Et évidemment, il faut commencer à habituer bébé au cycle jour-nuit aussi, ce fameux cycle circadien. On fait comment? Il faut le sortir. À partir de combien de jours on peut sortir bébé? À part s'il y a une contre-indication médicale, on peut sortir assez rapidement. Donc effectivement, on va pas aller dans des parcs fermés avec plein d'enfants et plein de risques de microbes, mais sortir au plein air. À la lumière, ça c'est super important de le faire si on y arrive chaque jour. Si on peut pas, au moins que dès le matin on ouvre vraiment ses volets, qu'il y ait de l'air, de la lumière qui passe à l'intérieur de nos appartements. Pour pouvoir mettre en place ce rythme circadien, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est simplement vivre votre vie, mais la faire. Pas installer un climat trop obscur en se disant qu'il y a trop de lumière pour lui, pas être dans un silence absolu en journée, ça va pas aider en fait. Donc on va vraiment suivre le cours de sa journée normalement, essayer en effet de sortir un petit peu pour accueillir un petit peu de la lumière extérieure, ça fait du bien. Et puis progressivement, le soir, commencer à tamiser gentiment les lumières vers 18-20 heures. On coupe tout ce qui est écran et sur tout ce qui est un peu trop ça va être une télé qui tourne par exemple, ça serait bien de la couper par exemple pour pouvoir mettre un climat un peu plus tranquille et un petit peu plus apaisé avant d'arriver au moment du coucher. Candice, les phases de sommeil du bébé sont-elles les mêmes en fait que celles de l'adulte? Alors au tout début non, il y a les fameux trains du dodo, donc ça va être c'est ce qui construit en fait le sommeil de l'enfant puis de l'adulte, qui est composé en fait de plusieurs petits wagons qui vont pouvoir avec le temps s'agrémenter, se construire et se consolider pour pouvoir arriver au sommeil adulte. Donc quand on démarre en fait dans les 2 premiers mois, on n'a que 2 phases de sommeil qui vont être le sommeil agité et le sommeil calme. Donc le sommeil calme, il est calme, donc c'est vraiment un bébé
qui dort profondément. Le sommeil agité, lui, par contre, il est un petit peu plus piégeux parce que on peut avoir tendance à penser que son bébé s'est réveillé. Et non. En fait, ça va être des mouvements, il va grimacer, bouger, gigoter, et on va se dire « Ah, il faut que je le prenne ». Et là, on le réveille, et là, c'est foutu. Donc voilà, sur le sommeil agité, il faut vraiment essayer de se dire que tant que les yeux sont fermés, a priori, c'est qu'il dort toujours. Et après, ça se construit un petit peu plus. À partir de 3 mois, on rajoute un nouveau wagon dans les cycles du sommeil pour arriver vers à partir de 9 mois, sur un rythme qui va être un petit peu plus proche du rythme adulte. C'est ça, vous dites à partir de 9 mois et jusqu'à 3 ans, on arrive sur une structure du sommeil proche de l'adulte, avec des cycles de 90 minutes contre 120 en moyenne chez l'adulte, c'est ça? Exactement. Ça, c'est à partir de 3 ans. Et qu'est-ce qui explique qu'on dise qu'il y a une régression, vous dites régression du sommeil, autour des 4 mois, comment on l'explique ça? Alors cette régression, donc elle rentre dans le lot des fameuses régressions du sommeil. Il y en a plusieurs connues, en tout cas qu'on va peut-être développer un petit peu plus tard. En tout cas, celle des 4 mois, elle est assez marquée par plusieurs aspects. Le premier va être la création du lien d'attachement, qui est vraiment en train qui a mis 3 mois là, à se mettre en place. On est vraiment en train de développer cette partie-là. Et ensuite, on ajoute justement dans les fameux cycles du sommeil une phase de sommeil léger qui du coup ne va pas trop nous aider, notamment en fin de cycle du sommeil, au moment de ces fameuses petites phases d'éveil qu'on appelle parfois les micro-réveils, qui en fait va influencer des comportements un petit peu plus fragiles au niveau du sommeil. C'est-à-dire que j'ai souvent par exemple des parents qui vont me dire mais de 2 à 3 mois, c'était génial, il dormait nickel toute la nuit. Et là, depuis ces 4 mois, c'est plus possible du tout. Il se réveille dès que je le pose, c'est très compliqué. Donc, il y a aussi, bien sûr, au moment des 4 mois, alors c'est pas 4 mois pile, mais autour des 4 mois, c'est le moment où le bébé va commencer à se retourner. Et chaque acquisition majeure va provoquer simplement une petite régression, ou petite ou moins petite, au niveau du sommeil. Parce que c'est tellement énorme comme... de découvrir son corps, de se découvrir soi-même, que ça chamboule un petit peu le sommeil. Ça élargit les possibilités pour bébé aussi, et donc il faut changer certaines choses, notamment je pense au lit, qui n'est pas le même quand on est tout petit et quand on grandit. Exactement, puisqu'il y a les fameux lits, alors après il y a les lits au sol, etc., mais sur les lits un peu plus traditionnels, il y a le côté barreau, le lit qui va être un petit peu sur la partie en haut, qu'on va pouvoir descendre justement, qu'on essaie de descendre quand le bébé commence à s'asseoir, pour éviter qu'il commence à essayer de trop escalader, etc. Mais ces acquisitions, c'est énorme. C'est vraiment découvrir pour eux, c'est vraiment découvrir leur corps, découvrir qu'ils ont des mains, des bras, c'est assez fantastique à découvrir pour eux. C'est rassurant quelque part, Candice, ce que vous dites, ce que tu dis, c'est que quand on arrive à comprendre l'évolution psychomoteur de son enfant, on peut mieux appréhender son sommeil quelque part. Donc, alors exactement, c'est un point super important. En fait, pour pouvoir mieux accepter, parce que le sommeil il va être perturbé la première année, c'est un gros... C'est énorme en fait le niveau d'évolution qu'ils ont de leur corps. Ils prennent 10 kilos, ils prennent plusieurs vingtaines de centimètres. C'est de la folie ce qui se passe dans le périmètre crânien aussi. C'est énorme. Et savoir avoir cette empathie en tant que parent, moi je sais que ça m'a vachement aidé en fait. Quand j'ai commencé à me dire mais là regarde ce qu'elle a appris à faire là. Ouais en fait c'est clair, il y a un besoin d'encaisser un petit peu l'acquisition, et ça permet pour nous les parents d'être beaucoup plus empathiques et de laisser glisser un peu plus facilement, et puis aussi de pouvoir le sentir venir. C'est-à-dire que généralement autour des 1 an, c'est l'anniversaire, c'est trop cool. Derrière, autour de ce moment-là, il y a les premiers pas. On est trop fiers, on est dans cette énergie, c'est trop cool. Et là, boum, ça retombe. Et c'est vrai que pouvoir le savoir, juste savoir que ça peut, parce que ça peut ne pas aussi. Je vous dresse pas un tableau de la fin du monde. Ça, parfois, les régressions ne se passent pas, et c'est cool aussi. Mais au moins savoir que ça peut arriver, ça nous laisse être éveillés et pouvoir être attentifs aux signes, parce qu'il y a toujours des petits signes un peu précurseurs. Question que se posent tous les parents, ou ils se sont posés au moins une fois cette question. Les bébés font-ils des rêves et des cauchemars ?
Alors, sur la partie rêve, en tout cas, en tant que comme ce que nous on va faire comme rêve, de pouvoir s'en rappeler le lendemain et en parler, etc. Au début, non, ça va pas trop être le cas. Ils vont plutôt malaxer en fait et se repasser un peu la journée, mais sans que ce soit du rêve en tant que tel. C'est juste en fait il y a plusieurs phases de sommeil, on en a parlé, mais il y a aussi en fait ce que fait le cerveau pendant ces différentes phases de sommeil. Et sur l'une d'elles, le cerveau va assimiler et travailler justement la mémorisation et le fait de ranger les éléments de la journée, les événements de la journée dans des petites cases pour pouvoir assimiler, construire un petit peu le cerveau. Donc c'est pas vraiment du rêve, ça va être des pensées, on va dire. En revanche, à partir de 18 mois, alors c'est 18 mois, mais plus souvent, c'est vraiment pas avant 2-3 ans, il y a en effet des rêves un peu plus concrets, une possibilité de s'en rappeler et d'en parler, et des cauchemars, les fameux cauchemars qui, eux, arrivent à peu près à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a souvent la question, et puis on sait pas, un bébé qui pleure en pleine nuit d'un coup sans raison, on peut se dire spontanément, parce qu'on est adulte et qu'on comprend... on essaie de projeter ce que nous on comprend en fait. On pourrait se dire que c'est un cauchemar sur un bébé petit, mais non. Généralement, ça va pas être ça. Il faudra chercher plutôt un autre besoin. Alors là, tout de suite, on pense à quel besoin ? On pense à la faim, à la couche, à changer Oui, du coup, en effet, il y a plusieurs niveaux. Il va y avoir d'abord en effet les besoins un peu primaires, donc manger, vérifier si l'environnement du sommeil est ok, si justement pas trop chaud, pas trop froid, si tout est ok de ce côté-là. Puis bien sûr la faim, les inconforts, s'il y a une couche trop pleine qui a débordé, oui, évidemment, c'est pas très très agréable. Et après, on va aller chercher les besoins un petit peu plus émotionnels. Donc se dire, si quand vous rentrez dans la chambre et que simplement en touchant la main de votre bébé, il se rendort, c'est qu'a priori, c'est plutôt un besoin de proximité, un besoin de réassurance. Et là, dans ces cas-là, ça va être des choses à travailler, par exemple, sur la routine de dodo, donc au préalable, pour éviter que ce moment-là arrive. Et au tout début, justement, le cododo, vous parliez de maternage proximal, c'est pas la meilleure des solutions, selon vous, Candice ? Selon toi, Candice ? Si, bien sûr, si. Et de toute façon, ça fait partie des recommandations officielles. Donc, jusqu'à au moins 6 mois, c'est plus que recommandé. Encore plus si on allait, parce que c'est pour la survie de la maman aussi, ça va pouvoir aider. Et effectivement, en fait, le cododo, il a de bien ce qu'il a de mal. C'est-à-dire que tant que tout se passe bien, que tout le monde arrive à dormir dans cette situation-là, je parle après pour des enfants un peu plus âgés, donc à partir de 4-6 mois, si ça continue à bien se passer et que vous êtes bien en tant que parent, ça roule, on continue et il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'à partir de 4 mois, généralement, on commence à se déranger un peu mutuellement. Il y a alors c'est souvent les papas, je suis désolée, donc c'est souvent ce qui me revient en consultation, mais c'est souvent un petit papa qui va ronfler un peu. Et ça va réveiller le bébé. Ou le bébé qui va se mettre à... Moi, ma fille, elle faisait un bruit... Je vais vous l'épargner là au son, parce que c'est pas très agréable, mais elle faisait un son de Chewbacca enrhumé. Et c'était impossible. Et elle dormait complètement à point fermé. Donc, quand on commence à se déranger un peu mutuellement, et que du coup, les nuits sont plus du tout... reposante et sereine, c'est que là il est temps de s'arrêter. Mais bien sûr, le cododo, je trouve ça, c'est génial, c'est trop bien. Il y a la chaleur, il y a tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Donc être à son écoute et on sait en fait, on finit par trouver la bonne solution. Candice, il y a 3 hormones qui sont impliquées dans le sommeil de bébé. Tu vas nous en parler. Est-ce qu'on peut agir dessus sur ces 3 hormones ? Alors, oui, agir, non, mais les accompagner, et en tout cas en être conscient, ça va vraiment pouvoir être utile. On va commencer par le cortisol, qui est l'hormone du coup du stress. Donc c'est celle qui va vraiment déclencher toutes les actions de fuite ou de survie du corps. Et donc c'est pas trop une hormone qu'on va rechercher pour le sommeil notamment. Elle est utile par contre parce c'est vraiment en fait, je parle souvent de petits réservoirs quand je parle des bébés, parce que c'est vraiment, ils ont des toutes petites batteries de capacité à encaisser le cortisol et aussi les autres hormones. Et du coup quand il y en a trop, ça déborde. Donc sur un tout petit bébé, ça va faire par exemple des pleurs de décharge ou des pleurs tout court. Sur un plus grand, ça va être les fameuses tempêtes émotionnelles, donc c'est se rouler par terre pour une banane non épluchée comme il voulait. Ça va être vraiment
des pics comme ça qui vont faire que ça explose en fait quand le réservoir est trop plein. Pour travailler le cortisol, en tout cas quand il y a une crise comme ça, l'idée c'est vraiment, la recherche principale, ça va être de apaiser, d'essayer d'être à l'écoute, pas du tout de décourter les pleurs à tout prix, mais simplement en tout cas les accueillir, dire ok, j'ai compris, c'est trop, viens, on fait un câlin. Pour un tout petit, voilà, câlin, peau à peau, portage, des choses comme ça. Pour un plus grand, ça va être essayer de discuter, essayer de le comprendre, le prendre dans les bras, voir ce qui lui convient à ce moment-là pour redescendre un peu. La seconde hormone, ça va être l'ocytocine. Donc celle-là, on en parle beaucoup au moment de la grossesse, surtout au moment de l'accouchement, puisque c'est elle qui va nous aider à rendre cet accouchement un petit peu plus doux, on va dire. Et c'est l'hormone du plaisir, du coup, c'est celle du lien social. Et du coup, côté dodo, elle va aider en fait à apaiser l'enfant. C'est-à-dire que du coup, elle est un peu le némésis, l'opposé du cortisol. Elle est là pour apporter toute la dose de douceur qu'il faut pour pouvoir avoir des conditions optimales pour le sommeil. Donc pour pouvoir l'activer, la travailler, oui, c'est la même chose. Hein. Ça va être des câlins, des bisous, de la proximité, du contact, et tout ça, ça va permettre de remplir ce petit réservoir-là. Et ces deux-là, du coup, vont avec la troisième, qui est la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. On en entend beaucoup parler parce qu'il existe des traitements un peu médicamenteux autour de ça, que d'ailleurs je recommande pas du tout pour les bébés, sauf s'il y a une recommandation de votre pédiatre, mais c'est vraiment pas la solution à proposer en premier lieu. Et en tout cas, donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle va se déclencher une fois que le rythme circadien est bien installé. Elle va se déclencher toute seule en fin de journée, vers entre 18 et 20 heures, et monter progressivement jusqu'à atteindre son pic à 3 heures du matin, qui est généralement l'heure préférée de nos bébés pour commencer à se réveiller et où le sommeil redevient un petit peu plus difficile à obtenir. Parce que du coup, cette mélatonine qui est notre meilleur allié arrive à son pic en fait et redescend. La mélatonine, elle est, c'est donc cette hormone-là qui va permettre d'accompagner le sommeil. Le problème, c'est que elle est annihilée, par exemple, par les écrans bleus, les fameux écrans tout court en fait. Qui vont bloquer en fait la production de mélatonine. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter pour les plus grands, encore une fois, les écrans tout court avant 3 ans, mais bon, la vraie vie fait que parfois ça arrive un peu avant, mais en tout cas on essaye vraiment d'éviter le soir et avant le coucher. Et aussi tout ce qui est veilleuse, qui va projeter des lumières plutôt bleues ou froides, ça on va éviter aussi pour les mêmes raisons. C'est marrant parce que beaucoup de parents mettent une veilleuse dans la chambre de l'enfant. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est pas non plus terrible. En fait, on va plutôt essayer de retrouver à nouveau ce qu'on mentionnait un petit peu plus tôt sur les conditions in utero. Il n'y avait pas de lumière là-dedans. Donc l'idée, c'est que nous, encore une fois, comme pour les cauchemars, on va projeter un peu ce que nous, on ressent en se disant « mais elle a peut-être peur » ou « il a peut-être peur ». Ben non, il n'a pas peur. En fait, lui, il va rechercher plutôt cette obscurité. En fait, on va essayer plutôt de proposer une obscurité totale pour le sommeil nocturne, clairement. Pour les siestes, également, je pense que c'est plus... ça peut marcher sans, mais ça peut être un bon outil de proposer ce noir complet au moment des siestes aussi. Et dans l'utilisation de la veilleuse, ça va être plutôt une veilleuse qui va vous accompagner au moment des réveils nocturnes pour éviter de lui mettre les plein feu pour changer une couche, par exemple. Donc voilà, ça va être plutôt utiliser une veilleuse à ce moment-là. Et si vous l'utilisez, effectivement, allez plutôt sur des lumières un petit peu plus chaudes. D'accord. Voilà, un très bon conseil, merci Candice. On dit souvent qu'on est plutôt du matin ou du soir. Est-ce que les enfants aussi, les bébés aussi, sont plutôt du matin ou du soir ? Les bébés et les humains, c'est ce qu'on appelle les chronotypes. Il y a différents types de profils qui définissent un peu les humains, leur manière de dormir. Effectivement, avec des tendances à être un petit peu plus actifs ou un petit peu plus efficaces. Même vraiment en tant qu'adulte, quand il y a vraiment des profils qui vont être beaucoup plus efficaces à travailler en fin de journée et la nuit, et d'autres qui vont être beaucoup plus actifs et productifs le matin. Donc c'est vraiment ces chronotypes-là qui ressortent, qui sont sous forme d'animaux. Donc il y a l'ours, le lion, le loup et le dauphin, qui du coup, qui
qui reprennent ces différents types de profils. Alors, le dauphin, pour préciser, c'est le petit dormeur. Le loup, c'est le lève-tard, couche-tard. Hein. Le lion, c'est le lève-tôt, couche-tôt. Et l'ours, c'est le gros dormeur. Ça, on aurait deviné. Hein. Et du coup, votre fille, ta fille, elle s'est révélée plutôt quoi ? Ours, lion, et comment on s'adapte à ce moment-là quand on connaît le profil type ? En fait, la majorité des gens, bébés et adultes, sont plutôt ours, qui sont pas tant, c'est pas tant le côté hibernation et vraiment dormir beaucoup, mais c'est plutôt le côté routinier et qui suit un petit rythme gentil et du coup, c'est la plupart des profils qui sont plutôt comme ça. Et puis, du coup, comment s'y adapter ? Vous allez noter de toute façon. Dans le rythme de vos bébés et puis après de vos bambins, ils sont quand même. Il y a des temps d'éveil en fait qui sont très importants à avoir en tête et à suivre et à prendre en considération. Et c'est plutôt ça sur quoi on va se concentrer au début pour proposer des activités adaptées à l'âge sans pousser jusqu'à la surstimulation. C'est la qualité des temps d'éveil qui finalement fait qu'on a un bon sommeil. Oui, absolument. C'est-à-dire que effectivement, la qualité et la durée aussi, en étant toujours dans l'observation du bébé, pour pouvoir trouver le bon timing en fait pour proposer la sieste au bon moment. Puisqu'encore une fois, on est encore dans cette histoire de petits réservoirs. Et en fait, un tout petit bébé, par exemple, va avoir un temps d'éveil en moyenne de 40 à 60 minutes. C'est-à-dire que globalement, il se réveille. Le temps que vous ayez réussi à changer la couche, c'est presque et le nourrir évidemment. C'est presque déjà le moment de le recoucher. Alors qu'un 2 ans, on parle de 4-5 heures. Donc là, on commence à être sur des temps beaucoup plus importants. On le sait très vite, il y a des signes pour détecter la fatigue du bébé ou peut-être une surstimulation ? Oui, absolument. Au niveau des signes de fatigue, donc c'est assez. En fait, quand vous arrivez au stade où il bâille et il pleure, c'est que là, globalement, c'est un petit peu tard. Et il y a des petits signes avant-coureurs, ça va être les yeux un petit peu rouges, se frotter les yeux, avoir un peu le regard dans le vague, un peu dans le vide. Ou pour les un peu plus grands, ça va être devenir un peu maladroit, tomber sur des choses, des acquisitions qui sont déjà faites, et pourtant il va tomber juste en faisant 3 pas tout seul. Donc là, ça va être des signes qui laissent penser que là, il est peut-être temps d'aller se coucher. Et les pleurs de décharge dont tu parlais tout à l'heure, Candice, on les repère comment, ce fameux sas de décompression ? On fait la différence comment ? Ça peut être des pleurs pour manger ou autre chose quand c'est... Alors les pleurs de décharge, ils sont vraiment assez marqués entre 0 et 3 mois. Et franchement, il n'y a pas trop de doutes. Je sais pas, toi, avec ton enfant, si tu étais passé par là, mais il n'y a pas trop de questions à se poser. Généralement, ça arrive vers 18h, donc en fin de journée. Fin de journée. Et là, il se transforme. Et ça pleure vraiment de manière intense, sans rien qui arrive à l'apaiser, a priori. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais attends, peut-être il a faim, je le nourris. Attends, peut-être faut c'est la couche, je fais la couche. Et du coup, vous faites toute la checklist, et ça marche quand même pas. C'est ça, les pleurs de décharge, ça va être vraiment ce moment de la journée où lui, il va ressortir un petit peu tout ce qu'il a accumulé de nouveautés sur la journée. C'est pour ça que c'est très très marqué sur les tout petits, parce qu'il découvre la vie, c'est-à-dire que tout est nouveau complètement pour lui. Et du coup, en fait, un simple camion qui klaxonne, qui pour vous l'avez même pas entendu, en fait, lui, c'était un nouveau son à encaisser, qui fait peur en plus. Et c'est la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Exactement. Mais c'est un vase qui il se maintient et ça explose vraiment au moment du soir. C'est-à-dire que s'il a peur sur le coup, il va probablement pleurer. Mais c'est vraiment le soir, en fait, où ça ressort à ce moment-là, en fait. Et donc, la meilleure réponse, c'est du love, comme tu dis, beaucoup de câlins, et des temps de qualité quand l'enfant grandit aussi, des temps de présence avec lui. Absolument, ça va être effectivement love infini. Et effectivement, une fois que vous avez testé toutes les choses qui sont basiques, effectivement, de changer la couche, donner à manger, etc., et que vous voyez que ça fonctionne pas, ça va être vraiment de la proximité maximum. Essayer de l'avoir en portage, peau à peau, ça peut vraiment faire du bien à ce moment-là. Toutes les petites positions magiques, donc ça va être le tenir un petit peu
en jaguar sur l'avant-bras ou replié un petit peu sur lui-même. Toutes ces positions-là qui vont vraiment pouvoir au moins tenter d'apaiser un petit peu. Et la méthode du docteur Ferber, dont on a beaucoup entendu parler pour faire face aux pleurs, le 5-10-15, pourquoi c'est pas la bonne méthode, Candice, selon toi ? Parce qu'en fait, alors c'est pas que c'est pas la bonne méthode, c'est simplement que je pense que les temps ont changé et que nous, les parents, on a aussi évolué, que les neurosciences ont apporté énormément de choses dans les 20 dernières années, et que du coup, ça rend cette méthode un petit peu désuète, en tout cas, ou plus trop adaptée à la réalité de la parentalité qu'on veut avoir aujourd'hui. Le 5-10-15, en fait, ça va être une méthode où on va... donc après, il y a plein d'adaptations. C'est pas des minutes, c'est des secondes. C'est pas des secondes, c'est des millisecondes. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de variations. Mais l'idée, ça va être de poser son bébé pour aller se coucher et de le laisser dans sa chambre. Donc, en fait, sortir de la chambre et attendre un temps donné avec un chrono avant de pouvoir intervenir, quelle que soit la réaction du bébé. Et du coup, la réaction, généralement, quand on pose un bébé qui est en pleine recherche d'attachement, en pleine structuration de son lien d'attachement avec son parent, lui, ce qu'il veut, c'est vous. Donc c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de le poser en sachant ça et de partir et d'attendre 5 minutes ou 10 minutes. Et en fait, effectivement, à chaque intervention, on fait le minimum syndical, puis on repart et on double le temps. Donc 10 minutes ensuite, puis 15. Et voilà, donc c'était probablement... Alors c'était bien pour l'époque, pour le coup, parce que personne ne s'était jamais intéressé au sommeil, donc c'était quand même une évolution. Mais je trouve ça plus tout à fait d'actualité aujourd'hui. Après, il y a des parents qui supportent, et tant mieux pour eux, et c'est vrai que ça fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup de parents aujourd'hui qui ne peuvent pas entendre leur bébé pleurer, ne peuvent pas le laisser comme ça dans ce sentiment de détresse. Et puis chez nous, les mamans, chez les parents en général, mais chez les mamans, ça déclenche en plus une espèce d'alerte rouge dans notre cerveau. Pour le coup, c'est notre petit réservoir émotionnel à nous qui est plein, là, pour le coup, avec les pleurs. Ah là, c'est clair. Exactement. On a parlé tout à l'heure du coucher, de l'environnement de ce sommeil. Est-ce qu'il y a une heure idéale pour coucher bébé, d'ailleurs ? On ne s'est pas posé la question. Alors, l'heure idéale, de manière générale, ça va être entre 18h et 20h, à partir de 3-4 mois. Parce que justement, notre copine, la mélatonine, arrive à ce moment-là. Et du coup, en fait, on essaye d'utiliser au maximum toutes les armes qu'on peut pour pouvoir coucher à ce moment-là, dans cette tranche horaire-là, son bébé. Et au tout début, il dort combien de temps, bébé ? Alors au tout début, justement, ça va être un peu plus tard, parce qu'il dort encore beaucoup, parce que justement le rythme circadien est pas encore tout à fait installé, donc on peut pas lui imposer de dormir 3-4 heures, 5 heures d'affilée la nuit et pas le jour. Enfin, c'est pas encore assez marqué. Généralement, l'heure physiologique pour les plus petits, ça va être autour de 19h, 22h, 23h, ça peut pousser un petit peu plus tard. Et un bébé de cet âge-là, il dort à peu près 18-20 heures par jour, donc c'est quand même assez... On est encore sur des grandes périodes. C'est énorme. On parlait tout à l'heure des réveils nocturnes vers 3-4 heures du matin. La meilleure réponse, c'est de ne pas répondre tout de suite, Candice, peut-être, parfois ? Parfois, oui. De manière générale, s'il pleure, évidemment, il faut y aller, il faut intervenir, il faut essayer d'accompagner ses pleurs et d'en comprendre la source. Mais en effet, pour les un petit peu plus grands, généralement, c'est quand le sommeil commence à bien s'installer, qu'il y a un petit peu d'autonomie du sommeil, qu'il arrive à se relancer tout seul et qu'on note des plages un petit peu plus longues. Parfois, en effet, il va y avoir un petit pleur entre deux cycles de sommeil, où là, en fait, simplement, lui laisser le temps, possiblement, de se rendormir tout seul, va parfois vous permettre d'éviter un vrai réveil. C'est un peu comme ce que je vous disais plus tôt sur le sommeil agité. En fait, parfois, entre deux cycles, ils vont juste chouinouiller un petit peu et repartir tout seul. En fait, juste chouiner, chercher sa tétine ou son doudou ou se retourner, ou peu importe, et repartir tout seul dans le sommeil. Donc en effet, l'idée c'est d'essayer une fois que le sommeil commence à être un petit peu installé, de pas accourir à la première, au premier gémissement, et juste laisser le temps de voir si c'est vraiment un appel ou si c'était juste un petit couac entre deux cycles.
Tu parlais tout à l'heure des bruits blancs, on va peut-être nous réexpliquer ce que c'est. Est-ce que ça peut être un outil magique, du moins au début, pour les premiers mois de bébé ? Oui, alors les bruits blancs, en fait, ça va être un outil un peu magique qui va vous permettre de recréer les fameuses conditions in utero, avec un bruit en fait sourd continu qui va que vous allez pouvoir mettre dans la chambre du bébé. Ça marche aussi en déplacement d'ailleurs, en poussette, etc. Et ce bruit continu va permettre en fait de retrouver ce calme et ce son en fait fort, relativement fort. En fait, on parle des bruits blancs, par exemple, ça va être un bruit d'un ventilateur ou d'un aspirateur. Donc c'est des sons qui sont pas nécessairement agréables pour nous les adultes, mais qui pour eux vraiment peuvent les apaiser. Ça fonctionne vraiment très très bien, effectivement, dès le début. Aussi, à partir du moment où il commence à y avoir les premières régressions, notamment celle des 4 mois, où là, ça va pouvoir accompagner, par exemple, les siestes. Ou moi, je recommande plutôt de les utiliser pendant les siestes, parce que la contrepartie du bruit blanc, c'est que l'idée, ça va être de l'utiliser en continu, donc vraiment ininterrompu. Et 12 heures d'aspirateur, c'est un petit peu long. Donc moi, je recommande plutôt de l'utiliser comme un petit joker pendant les siestes, par exemple. Oui, c'est le cœur de ta méthode. Tu parlais de joker, mais c'est un peu un jeu de cartes. C'est ce que tu dis, ta méthode de dodo, la fête du slip. Il y a des jokers et des atouts. Donc ça, c'est un joker. Alors ouais, ça peut être plutôt un atout en l'occurrence dans ce cas-là. Mais en effet, ouais, j'essaie d'expliquer. Je l'explique maintenant ? Oui. C'est parti pour les atouts, les jokers, oui. Donc ouais, effectivement, j'explique ma méthode comme un petit peu comme un jeu de cartes, et c'est souvent comme ça que je l'image auprès des parents que j'accompagne. C'est vraiment de se dire, ok, on va prendre la méthode utilisée aujourd'hui que vous ne voulez plus. Parce qu'en fait, faut que je remonte un tout petit peu avant. Il y a un sujet qui revient beaucoup, qui est sujet à beaucoup d'injonctions et de culpabilité pour les parents, qui est les mauvaises habitudes. En fait, une mauvaise habitude, ça peut être une très bonne habitude pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même. C'est vraiment la notion d'habitude, qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est vraiment à vous de définir. C'est-à-dire que si à vous, ça vous plaît de vous endormir, que votre bébé s'endorme au sein, et que c'est cool, et que ça se passe bien, et que tout le monde est content, c'est pas une mauvaise habitude. Même si le voisin vous dit que si, même si la grand-mère vous dit que c'est pas bien, si vous, ça vous va et que votre bébé dort, nickel. En revanche, si c'est une habitude que vous souhaitez changer, parce que vous en avez marre, parce que vous sentez que ça marche plus, parce que, comme on disait tout à l'heure sur le cododo, on se perturbe, on se gêne et on sent que c'est plus optimal, ok, là, ça devient une habitude qu'on souhaite changer. Et c'est là, du coup, qu'on va mettre en place mon fameux jeu de cartes, en se disant que cette habitude qu'on ne veut plus utiliser, on va la considérer comme le joker. Donc le joker, on se la garde, et l'idée, c'est de ne l'utiliser qu'en dernier recours. En attendant, et en alternative, on va pouvoir proposer, du coup, au bébé, une série d'atouts. Donc, en fait, ça va être pouvoir transformer, par exemple, cette habitude, on va dire, de s'endormir au sein. On se la met en joker, et l'atout, ça va être, ok, maintenant, je t'endors au bras. Et on va travailler cet endormissement au bras, qui va devenir, à terme, le nouveau joker, pour progressivement pouvoir lui-même à nouveau le changer. Et ça va nous amener progressivement vers un endormissement autonome, en fait. Puisqu'à force de faire ce jeu de remplacement, à terme, vous allez pouvoir réussir à poser votre bébé, lui dire bonne nuit et sortir de la chambre. Ça peut être le cas aussi avec le doudou, le fameux doudou, qui peut être un atout. Absolument, ouais, le doudou, la tétine, on est quand même sur les grands gagnants des atouts. Le doudou, c'est génial, c'est-à-dire que c'est vraiment un petit objet qui va pouvoir être un objet de transition, on appelle ça comme ça, pour pouvoir s'attacher, s'accrocher à ce doudou, pouvoir le renifler, le mordiller, le mâchouiller, baver dessus à l'infini, pour pouvoir se réconforter et se sentir mieux. On recommande souvent aux parents de dormir un petit peu avec, ou de se le frotter un petit peu sur le corps avant de le donner au bébé, pour que justement il soit chargé de toute l'odeur notamment de la maman, ou glisser quelques gouttes de lait maternel dessus, par exemple. Ça va vraiment pouvoir aider. Et c'est un vrai objet
qui peut ou peut ne pas être adopté par l'enfant. Et encore une fois, on revient à nos bébés qui sont pas des robots. Il y a des enfants qui vont jamais vouloir de doudou et d'autres qui vont dès le premier jour s'accrocher à un objet. Et il faut savoir être à l'écoute de ça aussi. Si vraiment vous y tenez, vous pouvez tenter de le proposer régulièrement, mais si ça prend pas. Et puis parfois, vous voulez le super doudou trop classe brodé par je sais pas qui, et lui il va finir par choisir un vieux bout de chiffon déchiré. Et jusqu'à quel âge, du coup, le doudou ou la tétine, il n'y a pas de limite après ? Le doudou, il va disparaître tranquillement, progressivement autour de 4-5 ans, généralement. Parfois, ça traîne un petit peu plus, mais c'est beaucoup moins puissant et beaucoup moins... ça devient plus un accompagnant, on va dire. La tétine, pour le coup, il y a vraiment là, on entre plus sur quelque chose de médical, puisqu'il y a les fameuses dents qui, quand même, arrivent au milieu de tout ça, et il y a quand même des risques. Donc, on recommande d'essayer, vers 2-3 ans, de commencer à la retirer. Et je pensais au pouce aussi, parce que parfois, il y a des bébés qui mettent naturellement le pouce dans la bouche. Exactement. C'est des bébés qui vont avoir un besoin de succion très, très fort. Et ce besoin de succion, d'ailleurs, fait partie des choses les plus... c'est une des choses qui se développe dès la grossesse. Où on voit souvent le bébé à l'échographie sucer son pouce. C'est un besoin très important qui va être auquel on peut répondre soit par le sein, si on allait, soit effectivement ou en complément avec la tétine ou le pouce, en effet, qui vont permettre de satisfaire ce besoin. Et de la même manière, certains bébés vont avoir un besoin vraiment très fort et d'autres beaucoup plus mesurés. Tu parlais tout à l'heure de ces régressions du sommeil qui sont des temps qui ont lieu autour de... Alors, aux alentours, c'est pas toujours fixe, de 4, 6, 8 et 12 mois. Ta méthode permet aussi d'accompagner au mieux ces périodes de régression, Candice ? Oui, absolument. Du coup, en effet, ces régressions, elles sont très connectées, c'est ce qu'on disait plus tôt, très connectées aux acquisitions. Donc, en effet, il y a 4 mois, 6 mois, 8, 10 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et après, normalement, ça se calme un petit peu, promis. Et en effet, avec ma méthode, l'idée, on peut pas vraiment y échapper aux régressions, c'est tellement des changements puissants et importants pour le bébé que l'idée, ça va être de les accompagner et de les soutenir autant que possible. Maintenant, si avec ma méthode, en effet, l'idée, ça va être de pouvoir entourer ça au maximum, entre guillemets, de le baliser pour pouvoir avoir le minimum possible, en fait, de perturbations. Parce que les perturbations pendant une régression, ça peut être des siestes vraiment très courtes, un endormissement difficile, plein de réveils nocturnes, parfois des réveils nocturnes très longs, des réveils trop matinaux. Donc ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et si on peut essayer de limiter un petit peu les signes, c'est quand même un peu plus léger à accueillir. Alors, tu parlais de réveils matinaux. Les bébés lèvent tôt, tous les jours avant 6 heures. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui connaissent ça. Il y a quelque chose à faire, là, Candice ? Réajuster peut-être le temps de coucher ? Alors, ça va dépendre un peu de comment se réveille ce bébé. Si il se réveille à 5 heures et que c'est la fin du monde et que c'est les pleurs de l'agonie, là, c'est qu'il doit y avoir un besoin qu'il faut qu'on essaye de définir. Essayer de comprendre si, par exemple, c'est un bébé qui est plus trop nourri la nuit, mais qu'en fait, là, il est 5 heures et en fait, il a faim. Surtout si, après, par exemple, avoir donné un biberon ou le sein à ce moment-là, il repart pour 2 heures, c'est que, là, vous avez votre réponse. Ça peut être aussi, en fait, un bébé qui dort pas assez en journée ou qui a été couché trop tard, bizarrement, qui va se réveiller super tôt. Donc ça va être des choses qu'on peut essayer de regarder et d'ajuster pour pouvoir l'aider à retrouver un petit peu, à pousser un peu l'heure un petit peu plus tard. Si ce bébé, à 5h30, se réveille super content et chantonne, alors nous, ça nous rend un petit peu dingue, mais ça arrive, ça va être que peut-être ce bébé a trop de sommeil en journée. Donc ça va être par exemple des bébés vers 12 mois, 12-14 mois qui va faire 2 fois 2h30 de sieste la journée et qui va se coucher super bien. C'est un bon dormeur et c'est cool. Ouais, mais s'il y a ça peut être un petit signe qu'il faut réajuster un petit peu les horaires en journée. Ok, les siestes, donc c'est d'abord au début les micro-siestes et puis après les siestes, parce que ça se rallonge au fil du temps. Ces horaires, c'est hyper essentiel de trouver l'équilibre entre ces siestes la journée et le sommeil de la nuit, c'est ça?
on ne peut pas se douter à quel point c'est important, et c'est aussi pour ça que je me suis formée et que je suis là aujourd'hui. C'est pour vraiment mettre en avant des informations comme ça dont j'avais pas connaissance, en tout cas moi. En effet, les siestes, c'est primordial parce que justement, on reparle de nos petits réservoirs. Et si en fait tous les réservoirs sont notamment celui de cortisol qui augmente progressivement pendant le temps d'éveil, on le remet pas à zéro, en fait vous allez avoir un bébé déjà c'est pas bien, enfin c'est pas terrible pour lui, mais en plus pour vous en tant que parent c'est quand même relou, on peut quand même se le dire. Ça va être un bébé vraiment ronchon toute la journée, qui va grogner, qui va pas être bien, vous allez le sentir se plaindre, et puis du coup la sieste suivante vous allez retenter et lui il sera tellement énervé qu'il voudra plus. Enfin voilà, c'est un cercle vraiment vicieux dans lequel on peut tomber de pas prendre en considération et de pas mettre au cœur de la nuit les siestes. En fait, les bonnes nuits se construisent aussi avec le sommeil diurne, et c'est très très important de les suivre. Après, peu importe la durée de la sieste, généralement je parle pas en durée de sieste parce que ça met un peu une pression aux parents, aux enfants et à tout le monde. Sauf si effectivement on n'a que des siestes 30 minutes chrono, où là il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mais c'est très possible qu'un bébé le matin vous fasse 2 heures et l'après-midi vous fasse une demi-heure, et c'est ok parce que lui le reste c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. Par contre, il faut peut-être être assez précis, avoir une routine sur les horaires de sieste, même si la durée n'est pas la même. Alors sur les horaires, non, plutôt pas. On va vraiment essayer de se concentrer sur les fameux temps d'éveil dont on a déjà parlé, qui vont être plutôt eux les indicateurs de si c'est le moment ou pas de proposer la sieste. Le risque en fait de proposer une sieste à heure fixe, surtout sur des petits bébés avant 12 mois on va dire, c'est qu'en fait vous tombez à côté. C'est vraiment juste comme si on essayait d'aller vous mettre à dormir à 18h vous, alors que en fait vous n'êtes pas fatigué du tout. Donc ça c'est vraiment essayer de trouver la bonne fenêtre pour pouvoir proposer le dodo à son bébé. Jusqu'à accompagner au fameux temps calme qu'on retrouve en maternelle, on le retrouve ce temps calme en fait, il n'y a pas de mystère. Exactement. Alors après ça dépend un peu des écoles, mais généralement la dernière sieste va disparaître progressivement entre 3 et 5 ans. Ça va dépendre un petit peu du bébé ou de l'enfant du coup à ce moment-là, ou de l'endroit où il est, si la sieste se fait encore. Dans la première année de maternelle en petite section, généralement ils maintiennent la sieste. En deuxième année, ils mettent un temps calme ou pas, et généralement de toute façon elle tend à disparaître à ce moment-là. On parlait tout à l'heure des acquisitions, Candice, il y a aussi les émotions qui s'invitent dans tout ça, chez l'enfant notamment. Quel impact sur le sommeil de l'enfant, les émotions qu'il peut ressentir ? Alors ça, c'est un moment assez perturbant pour l'enfant, parce que son cerveau est en ébullition, et vers 18 mois, parfois un peu avant, en fait quand le fameux Terrible 2 arrive, c'est le moment où il va commencer à dire non, à se rendre compte en fait que ces mots ont du pouvoir entre guillemets, et où lui-même va être frappé d'émotions, de frustration, de colère, de tristesse, toutes ces émotions de joie parfois aussi, qui en fait vont le déborder complètement, le surprendre et complètement le déborder. Et du coup, c'est un vrai travail d'acquisition. Ça prend beaucoup de temps en fait d'essayer de les aider à accueillir, comprendre et tolérer, ou en tout cas digérer ces émotions. Et en attendant, ça peut créer effectivement des débordements parce qu'ils sont complètement perdus. Ils sont frappés par ces émotions-là qui les submergent. Et ça peut en effet complètement perturber le sommeil, mais pas que. Là, on est même sur de jour comme de nuit. Et c'est là que démarrent les tempêtes émotionnelles, etc., qui vont perturber un petit peu notre vie de parents aussi. Et plus tard, l'enfant qui se rend compte qu'il a un pouvoir, c'est ce que tu disais, il va aussi indirectement, mais c'est pas conscient, mais faire appel au fameux syndrome de rappel. Qui n'a pas eu au moment du coucher, moi j'ai encore envie de faire pipi, ou je veux un bisou, ou j'ai soif, ou le fameux FOMO que tu vas nous expliquer.
que je connaissais pas du tout d'ailleurs, ce FOMO, ce Fear of Missing Out, c'est quoi ? Eh bien, c'est donc tout simplement en traduisant, ça va être la peur de louper des trucs. Et en fait, plus ils grandissent, plus ils vont se rendre compte qu'il y a une vie en fait qui se passe en dehors de déjà de eux, mais ça met un petit peu de temps avant d'arriver, mais qui se passe des choses en fait quand vous êtes dans une autre pièce par exemple, ou quand ils sont juste eux en train quand vous leur demandez d'aller se coucher par exemple, et que eux se doutent ou savent que en fait il va se passer des choses après, et que eux ils font pas partie de la fête. Et donc ça va être vraiment cette recherche de stimulation intense, de pouvoir participer à tout, faire tout et être complètement surexcité par tout. Donc ça c'est effectivement une partie. Et la partie du syndrome de rappel, ouais, ça arrive généralement vers 2 ans. C'est une phase assez typique et ça arrive vraiment très fréquemment. Ça va être un bébé qui d'un coup tout se passait bien, vous aviez une routine hyper bien installée, c'était super, et d'un coup il va essayer de négocier un livre de plus, ou un bisou en plus, ou une chanson en plus. Et donc au début vous allez vous laisser glisser un petit peu en disant bon allez c'est pas grave, une petite chanson, ok. Sauf qu'en fait c'est la pente la pente vers l'infini. Oui. Parce que justement, ces rappels, en fait, lui, ce que cet enfant va rechercher à ce moment-là, ça va être essayer de gratter au maximum de temps avec son parent, donc essayer de le maintenir au maximum près de lui, notamment au moment du dodo, quand nous, on est plutôt en train d'essayer de partir. Donc ça va être l'idée à ce moment-là, quand il y a des rappels vraiment fréquents et vraiment, ou même que l'enfant carrément ressort de la chambre, etc., ça va être vraiment de retravailler le rituel d'endormissement, en négociation avec son bébé pour pouvoir trouver en fait le compromis qui va convenir à tout le monde. Donc ça va être ok, je te lis 3 histoires et on fait 3 chansons et après je te tiens la main ou je sais pas et après je sors. Et ok, on pose tout de suite les choses avant. Exactement. Et ça va être hyper important à partir, dès le début, mais surtout là à partir de ces 18 mois-là, de commencer à essayer de mettre un cadre solide. De jour comme de nuit, mais notamment sur le moment du rituel, que ce rituel reste aussi stable et aussi ancré que possible pour pouvoir, d'abord parce que ça va vraiment rassurer l'enfant, d'avoir ce rituel auquel se référer en fait où qu'il soit, que ce soit en vacances ou à la maison, et ensuite parce que c'est ce rituel-là il faut vraiment essayer de le maintenir le plus stable possible pour éviter de glisser dans la négociation et du coup se retrouver à passer sa nuit à chanter Petit escargot. Et l'idéal, c'est peut-être aussi, Candice, de faire participer son enfant. Tu parles de challenge, de système de récompense, et notamment de l'arbre de récompense, qui n'est pas une mauvaise idée, en fait, puisqu'il a grandi. Ça va vers l'autonomie, ça aussi ? Exactement. Et en fait, lui va se sentir... il est en quête complètement, à partir de 18-24 mois, il est vraiment en quête de responsabilité, de se sentir considéré et impliqué. Donc évidemment, on va pas lui mettre les clés du dodo entre les mains et lui dire bon écoute, va te coucher, bonne nuit. En revanche, on va pouvoir le laisser participer un petit peu, être un peu maître de ses actions, de son rituel, de prendre des petites décisions en fait qui pour lui vont être énormes, mais qui pour nous maintiennent dans ce cadre qui est si important. Donc ça va être par exemple, on sait qu'il y a que 3 livres. Mais choisis, tu veux quoi par exemple comme livre ce soir. Ça va être des petites choses vraiment légères qui vous maintiennent dans votre cadre, mais lui permettent d'avoir cette liberté. Pour ce qui est de l'arbre de récompense ou les systèmes de récompense de manière générale, là on est sur des un petit peu plus grands. Là, on parle quand même de 3 ans et plus pour qu'ils puissent vraiment comprendre le concept. Ça va être pour des enfants qui ont un petit peu... Par exemple, généralement à cet âge-là, ça va être des enfants qui vont venir dans le lit des parents en milieu de nuit. Donc là l'idée ça va être de lui dire ok, si tu arrives à rester dans ta chambre jusqu'à demain, jusqu'au matin, et ben on va mettre une petite gommette on aura dessiné un arbre tout nu, un arbre nu, un tronc d'arbre en fait, avec ses branches, et à chaque nuit où ça se passe bien, on rajoute une gommette. Et au bout d'un certain nombre de gommettes, ou si vous êtes artiste, faites des feuilles, mais au bout d'un certain nombre, on va avoir un petit cadeau, une petite récompense, un tour de manège, un tour au parc, ce que vous voulez, qui puisse en fait pousser et challenger l'enfant à rester dans sa chambre à ce moment-là. Et
tu me demandais aussi... Si c'était Non, tu as répondu. Si c'était aussi une solution de le responsabiliser, en fait, à partir d'un certain âge. Exactement. Oui. Tu parles beaucoup, Candice, de routine et de rituel. Ce sont deux choses différentes. On est d'accord, en fait. Ou tu les rapproches, Elles s'accompagnent, en fait. L'une découle sur l'autre. La routine, ça va être le moment où vous rentrez de crèche, école, sortie ou nounou, ou que soit votre enfant pendant la journée. Et donc, ça va être le moment, en fait, de fin de journée qui va accueillir le fameux tunnel du soir. L'idée, c'est que la routine, en fait, ça va être ce moment où, en fait, comme son nom l'indique, c'est des choses qui se répètent tous les soirs de la même manière, à peu près dans le même ordre. Donc, c'est, voilà, on rentre, parfois on joue, parfois on va faire le bain tout de suite, puis on mange. Et après, ça glisse gentiment vers les soins et tout ce qui précède le dodo, donc la mise en pyjama, etc. Et le rituel va démarrer vraiment au moment final, c'est-à-dire le moment où il reste plus qu'un des deux parents dans la chambre avec son bébé. Petite lumière tamisée. Et c'est là qu'attaque le fameux rituel, qui est ce moment si important pour construire et consolider le sommeil du bébé. Et le rituel doit être le même, quel que soit le parent, coparent ? Pas nécessairement. Faire la même chose ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il doit avoir des étapes clés qui sont assez similaires. Ça, c'est effectivement hyper important que ce soit toujours dans le même ordre. Ça va être toujours commencer par éteindre la lumière ou lire une histoire, éteindre la lumière, chanter une chanson ou peu importe. Et du coup, que ce soit un parent ou un autre, si c'est pas la même chanson, c'est pas dramatique. Si un des deux parents n'aime pas chanter, il peut parler, c'est pas grave. C'est simplement avoir des étapes clés qui vont se répéter inlassablement, toujours de la même manière et dans la même structure en tout cas. Tu le disais tout à l'heure, les premiers troubles du sommeil n'apparaissent pas avant 18 mois. Ils se produisent d'ailleurs plutôt vers 2-3 ans. Comment on reconnaît si l'enfant fait des cauchemars ou si c'est une terreur nocturne ? Alors, les cauchemars, ça va être assez, entre guillemets, assez facile à repérer. Ça va plutôt se passer dans la deuxième partie de nuit, de manière générale, puisque ça va être un moment où... Oui, c'est plutôt dans la deuxième partie de nuit. Et généralement, l'enfant va se réveiller en pleurs, évidemment. Il a les yeux ouverts, il est conscient. Si vous arrivez, il va soit vous raconter ce qui s'est passé, soit s'apaiser ou vous demander les bras, ou en tout cas, voilà, il y aura un échange possible avec lui. Il peut vous raconter ou pas la peur, vous dire ce qui s'est passé et voilà, et vous raconter un petit peu quel monstre était où dans sa chambre. Et sinon, et donc ça va être assez facilement résolu, c'est-à-dire qu'on va essayer d'accompagner au maximum l'émotion de l'enfant, c'est-à-dire qu'on va essayer de pas ni minimiser, ni ridiculiser, ni juste essayer d'éteindre sans accueillir l'émotion. On peut essayer, il y a des petites méthodes rigolotes d'essayer de changer un peu la fin de l'histoire. Voilà, j'étais poursuivie par un loup. Ah quoi, le loup il a glissé sur une peau de banane. Oh le pauvre il est tombé, on va le consoler. Des choses un peu comme ça qui nous permettent de refaire l'histoire en fait pour changer la chute, pour que du coup ça soit un petit peu plus soft et éviter l'écueil de chercher le monstre parce que ça sous-entend qu'il y a effectivement un monstre. Par contre, la terreur nocturne, faut pas s'arrêter dessus. Alors la terreur nocturne, là pour le coup c'est vraiment pas cool. Là ça arrive généralement plutôt en début de nuit. Ça va être des pleurs vraiment intenses, vraiment très très puissants. L'enfant peut être debout, assis ou allongé, avec les yeux grands ouverts. Donc on pense qu'il est réveillé, mais il n'est pas du tout. Rien ne va l'apaiser. Et là, le danger, ça va être d'essayer de le réveiller. Parce qu'en fait, c'est flippant pour un parent d'assister à ça. Donc là, l'idée, ça va être en priorité de sécuriser les lieux, surtout s'il s'est déplacé, s'il est dans un lit de grand déjà et qu'il s'est baladé dans sa chambre. Donc ça va essayer de le ramener dans son lit, mais essayer de ne pas le réveiller pour éviter c'est un état qui est assez proche du somnambulisme. Donc du coup,
si on le réveille, ça va complètement, ça va faire un choc un peu particulier qui fait qu'en plus il risque de s'en rappeler pour le coup et d'être un peu perturbé ensuite sur les prochaines nuits. Donc l'idée, ça va être vraiment d'essayer de prendre sur soi en tant que parent, parce que en effet c'est vraiment difficile c'est vraiment pas drôle du tout. Donc vraiment rester à côté, accompagner et attendre que ça passe. Tu parlais il y a un instant d'apaiser. Tu nous donnes plein d'idées pour apaiser son enfant, notamment faire appel à sa voix, la voix de maman, de papa, du coparent. Il y a des phrases magiques qui fonctionnent bien avec l'enfant. Et aussi, tu parles de la cohérence cardiaque avec bébé, ça peut marcher. Ah oui, ça marche vraiment très bien. Ça va aller avec tout ce qui est neurones miroirs. Donc en fait, ce qui va faire que si je bâille là, il y a de fortes chances que tu bailles aussi. Et ça va être en fait proposer un type de respiration à son bébé en le portant dans les bras pour pouvoir que vous vous caliez en fait, que les deux se calent l'un sur l'autre pour pouvoir s'apaiser en fait ensemble. Donc l'idée, ça va être tout simple, ça va être d'inspirer 5 secondes, bloquer la respiration 5 secondes et expirer de manière assez sonore. Donc on peut faire des chut, ça c'est libre pour chacun, mais en tout cas de le faire de manière sonore, juste souffler et répéter ça plusieurs fois pour pouvoir ça aide le bébé, mais ça aide honnêtement aussi parfois le parent. C'est-à-dire que les couchers, ça dure parfois vraiment longtemps. Ça peut vraiment être vraiment faire monter un peu les nerfs quand on essaye depuis X minutes d'endormir son bébé, que ça marche pas et qu'on sent qu'on commence à s'impatienter un peu. Ça peut vraiment permettre de faire un retour au calme pour tout le monde et de repartir un peu recharger un peu les batteries avant de retenter. Alors, il y a ce rituel, cette routine qu'on a mis en place à la maison, et puis arrivent les vacances ou un voyage impromptu ou pas, préparé. Est-ce que tu as des astuces, Candice, pour maintenir routine et rituel à l'extérieur ? Oui, alors en effet, déjà, la base, ça va être d'avoir une routine, enfin un rituel notamment, qui soit le plus transportable possible. Donc avoir quelque chose qui puisse s'emporter. Donc si c'est essayer d'avoir une veilleuse ou les livres par exemple que vous utilisez, en tout cas prendre tous les objets du fameux rituel avec vous dans ce voyage. Donc la veilleuse, les livres, le reste si c'est des chansons, etc. A priori, vous pouvez les emmener. Et dans les autres petites astuces, ça va être de prendre les draps utilisés les draps de la veille de son vrai lit et de les emmener dans ce voyage parce qu'ils sont encore chargés un petit peu de son odeur. Et donc ça va être quelque chose qui va permettre de rassurer. En fait, ce qu'on va chercher en voyage, en priorité, ça va être de rassurer et de sécuriser son bébé pour qu'il se sente en sécurité, qu'il sache qu'il n'y a pas de danger dans ce nouvel environnement. L'autre astuce, et ça on peut le faire dès tout petit, même si on a l'impression d'être un peu bête, mais ça va être de présenter les lieux à son bébé une fois arrivé. Lui présenter la chambre, lui dire ok, tu vas dormir là, dans ce lit-là, tout va bien se passer, et puis glisser des petites phrases positives tout du long jusqu'au moment du coucher pour pouvoir l'accompagner au mieux. Là, on approche des fêtes, donc j'en profite. Si vous êtes dans un environnement où il y a du bruit, et que parce que c'est la fête, ou de la musique, etc., et que quand même vous êtes allé coucher votre enfant, vous pouvez mettre des bruits blancs pour le coup à ce moment-là, même si c'est que pour quelques heures pour le coup, mais ça va pouvoir couvrir avec un son qui est un peu plus rassurant que la fiesta de Noël qui peut se passer à côté. Candice, une toute dernière question. Quels sont les bons conseils que tu donnes dans ce livre, notamment pour répondre aux injonctions extérieures ? Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Tu as fait une grande liste. Quels sont justement les bons conseils qui t'ont à toi le plus servi au quotidien ? Alors les bons conseils pour le coup, ça va être plutôt effectivement les injonctions et tous ces conseils nuls en fait qu'on n'a pas du tout envie d'appliquer. Parce que ça nous convient pas, parce que c'est pas adapté à notre situation, parce que ça regarde pas les gens en fait tout simplement, et que c'est difficile de les surtout là, encore une fois là, comme les fêtes arrivent, c'est quand même la porte ouverte au jugement et à la culpabilisation et au jugement qu'on n'a pas trop demandé et aux conseils non sollicités. Donc l'idée, ça va être vraiment en gros il y a 3 types de réactions. Ça va être soit être un petit peu rentre dedans, ça vous pouvez, mais bon, à voir avec vos familles. Mais voilà, l'idée, ça va être vraiment, moi en tout cas, ce que je faisais beaucoup, c'était me cacher derrière les neurosciences et dire, écoute,
je comprends. Parce que ça va être le type de remarque, par exemple. Mais tu devrais mettre des céréales dans le biberon, ça va super bien marcher. Mais pourquoi t'allaites toujours? C'est n'importe quoi. Voilà, des choses un petit peu au hasard et qui font mal en plus parce qu'en plus on n'est pas sûr de nous en tant que parents, c'est difficile. Et s'il y a une chose qu'on veut faire, c'est bien faire en plus. Donc c'est dur, c'est doublement déculpabilisant, oui. Exactement, et c'est ça qui est difficile. Et puis de l'autre côté, ces gens-là qui nous donnent ces conseils-là, ils le font pas pour nous faire du mal, c'est juste que c'est un peu maladroit, et puis c'est surtout ce qui a marché pour eux. Et donc on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est qu'en fait, c'est tellement particulier pour chaque famille, pour chaque bébé, pour chaque parent, qu'en fait on peut pas se permettre de dire que ce qui a marché pour nous, c'est la solution universelle pour tout le monde. Et du coup, c'est difficile de répondre à ça, parce que quand quelqu'un en face dit « Oui, moi j'en ai eu 4, du coup, je sais mieux que toi », ouais, ok, mais moi j'en ai un et c'est le mien et du coup j'applique ce qui lui convient à lui en l'écoutant lui en fait, et c'est ça, c'est vraiment ça l'important. Et effectivement dans mon livre j'en ai mis une bonne quantité, parce qu'en fait elles viennent directement de mon compte Instagram où je demande régulièrement un peu, c'est du vécu, oui, un peu ce que les gens se reçoivent comme remarques, parce qu'en fait on est si on a l'impression que ça arrive qu'à nous, et le fait de le partager fait que déjà c'est marrant, parce que ça permet de dédramatiser un peu le truc et de le voir un peu plus sous un œil un peu plus humoristique, et puis de laisser glisser beaucoup plus facilement. On l'a vu, Candice, persévérance, adaptation, répétition, observation, beaucoup de love, beaucoup de love, et d'écoute active, c'est ta méthode. Et tu le dis, c'est pas de la magie, Candice, c'est de l'accompagnement. À chaque parent et coparent de s'adapter, d'apporter aussi sa touche personnelle, de trouver ce qui marche pour lui. Tout est une question aussi de timing. La balance entre le temps de sommeil et le temps d'éveil de l'enfant, c'est très important. La fête du slip, la méthode inédite, simple et efficace, à l'écoute des enfants, mais aussi des parents, c'est à retrouver aux éditions Le Courrier du Livre. Rendez-vous aussi sur ton site internet et ton compte Insta, lafêteduslip.com. Merci beaucoup Candice Turgeman pour cette merveilleuse boîte à outils. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict, et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.